suis née à Rodez. Je viens d'Afghanistan. Je viens d'ici. Je viens de chez moi. I'm from Somalia. Oui, je viens de Scorte de Ozo. Je viens du Pérou. Je viens de Pologne. On est tous citoyens du monde. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Bonjour et bienvenue dans l'émission L'autre et moi. On est au Blône et on parle de l'âge de la tortue et d'un projet qui s'appelle l'Encyclopédie des migrants aujourd'hui dans ce dernier programme que nous avons eu le plaisir d'accompagner depuis le début de l'année scolaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Encyclopédie des migrants, c'est un projet artistique, un projet culturel qui a commencé à Rennes, au Blône, et qui est allé jusqu'à Gibraltar. Et nous avons récolté 400 lettres des personnes avec un parcours migratoire. Et pour parler de ces projets, on a fait quelques émissions. Et aujourd'hui, c'est la dernière. Et je suis là, Paloma Fernández-Sobrino, directrice artistique de l'Âge de la Tortue, avec Yann Lenabasque, à l'Action culturelle de l'Âge de la Tortue. Bonjour. Et avec Astrid, qui est un service civique à l'Âge de la Tortue. Bonjour. Et ben, merci mes collègues de l'Âge de la Tortue. Et à côté de moi, à ma droite, et donc j'ai Michel Troubé-Silva. Oui, c'est ça. Bonjour. Et Eva Cornillet, donc qui sont les deux invités qu'on a aujourd'hui et qu'on est très heureux d'accueillir aujourd'hui pour cette dernière émission. Alors, merci d'être venu déjà. C'était pas facile, mais on a réussi. Et donc, Michele et Eba, ce sont deux personnes qui ont participé d'une manière ou d'autre dans les projets de l'Encyclopédie des migrants. Je vais commencer par Michele, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Pourquoi tu as accepté de travailler dans ce projet? De quelle manière tu as travaillé? C'est quoi ton lien avec l'Encyclopédie des migrants? Oui, tout à fait. Pour commencer, en fait, je commençais à travailler dans les projets et, en lisant des lettres de ces migrants qui étaient dans l'encyclopédie. Et comment je suis arrivée, c'est grâce à une amie qui a travaillé aussi pour l'Encyclopédie des migrants. Et lui, il m'a présenté Paloma. Et comment j'étais aussi intéressée à la lecture, je lisais quelques poèmes dans les bars de Rennes, accompagnée aussi par des guitaristes, d'autres gens qui lisaient des poèmes. Donc c'était l'occasion pour moi de continuer avec ce travail de lecture. Et les sujets de l'immigration, surtout à travers de l'écriture épistolaire, c'était pour moi une approche très, très intéressante, très intime, même si c'est une lettre écrite pour être publiée. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a beaucoup de sentiments de l'intime et aussi du commun, parce qu'il y a des lettres des Chiliens ou des Latino-Américains ou des Africains ou des gens de l'Asie, etc., qui s'approchent vraiment à mon expérience en tant qu'immigrante en France. Et je trouve ça merveilleux. Mmh. Est-ce que tu écris des lettres, Michele? Oui, de temps en temps, ça m'arrive. Oui, je répète à nos auditeurs que pour recevoir des lettres, il faut écrire des lettres. On ne reçoit pas des lettres si on n'écrit pas des lettres. Alors, Michele, avant de continuer, donc pourquoi avoir dit oui à ce projet? Je vois l'intérêt, mais pourquoi tu es devenue lectrice de l'Encyclopédie des migrants? Aujourd'hui, tu fais partie des groupes de lecteurs de l'Encyclopédie des migrants. Donc, tu fais des lectures de manière bénévole. Donc, à chaque fois que l'Âge de la Tortue vous propose, là maintenant, les groupes de lecteurs de l'Encyclopédie des migrants, il est en train de s'autonomiser aussi pour prendre une nouvelle forme où vous allez vous-même proposer des lectures ailleurs. Pourquoi avoir allé si loin dans cette implication citoyenne? En quoi c'est important? Pour moi, je pense que mon engagement part vraiment par l'essence de ce qu'on pense de l'immigration, surtout avec toujours la propagation qui fait les médias du phénomène migratoire.
qui est toujours accompagné des mots tels qu'invasion, danger. Et je pense qu'il faut faire en sorte de faire comprendre les gens à travers l'intime encore, avec le vécu, qu'on trouve aussi des vécus en commun. Avec, par exemple, on n'a pas besoin d'être immigrant pour savoir ce que c'est la douleur d'une perte. Oui. On n'a pas besoin d'être immigrant pour savoir ce qui s'est passé à un moment où on a des problèmes administratifs, économiques, on n'a pas de travail, on a des problèmes avec la famille, l'éloignement, l'isolement. Je pense que c'est des caractéristiques humaines qu'aujourd'hui, il faut, avec cette culture de l'immédiat, Oui. Je pense que c'est important, en fait, de faire rappel, en fait, à ces sentiments. Et plus encore, dans le sens d'écouter une lettre, d'écouter, en tant que public, et moi, en tant qu'électrice, de lire, de prendre mon temps, de travailler vraiment une lettre, de la lire plusieurs fois, de voir le ton, de respecter, comme Paloma nous a enseigné, hein. On fait des ateliers aussi avec elle, de vraiment respecter, on va dire, de transmettre ce que la personne qui a écrit la lettre a voulu, comment l'a voulu faire, avec quelle puissance, avec quelle intonation. Oui, c'est vrai que... donc moi, j'accompagne des ateliers pour toutes les gens qui veulent devenir des lecteurs de l'encyclopédie des migrants ou pour ceux qui le sont. Et donc, à chaque fois, je demande de lire de manière un peu neutre, on va dire, parce qu'on est là pour passer des histoires, pas pour les interpréter. Les histoires qui sont écrites appartiennent à une personne. Ce sont des histoires vraies, puisque la personne les a écrites dans sa vérité. Et on n'est pas là pour interpréter quoi qu'il soit, même si chacun peut avoir ses livres, sa interprétation. On est là pour passer un message, une parole qui a été donnée à un moment donné, quoi. Bon, et avant de continuer, parce qu'après tu vas nous lire une très belle lettre, donc tu vas lire en espagnol. Et Astrid va nous lire sa traduction en français. Tu nous as choisi un petit morceau de musique, je pense. Oui, tout à fait. C'est une chanson, c'est un morceau musical qui provient d'un groupe de musique folklorique, rock folklorique psychodélique chilien qui s'appelle Los Jaivas. Cette chanson elle s'appelle Frescura Antigua, donc fraîcheur ancienne. Je l'ai choisi parce que c'est un groupe qui s'est auto-exilé aussi en France pendant les années 70, après le coup d'État, qui bientôt on va commémorer 50 ans de la dictature chilienne, de Pinochet. Donc je voulais faire ces rappels aussi. Et puis parce que c'est un morceau de chanson, enfin c'est pas une chanson, c'est musique. À chaque fois que je l'écoute, ça m'approche à ma cordillère.
Merci Michel pour cette musique si belle qui nous amène, comme tu disais, à la Cordillera. C'est vrai qu'on voyage chez toi direct, c'est beau. Et après cette belle musique, je vous propose d'écouter une lettre vraiment très belle, une lettre de Patricio Rojas San Martín. Querido papá, a principios de 1974, 2 de mis amigos planeaban irse de Chile. Me preguntaron si yo haría lo mismo. Respondí, en mi propio país me siento extranjero. ¿Cómo sería si me fuera de aquí? Curiosamente, una vez en París, asumí con gusto el papel de extranjero. Al fin era alguien. Se habría podido decir que ese era mi rol, desenvolverme en una sociedad donde se daba por sentado que podía equivocarme, llamar la atención por las excentricidades de un aforino. Tener un pie aquí y el otro allá era una postura que me acomodaba. Los primeros años, por supuesto, tuve que enfrentar la soledad, los problemas materiales, el aislamiento debido a mi desconocimiento del idioma, las dificultades administrativas y a veces pasé hambre. Pero nunca he echado de menos Chile. Mi infancia, mi adolescencia, la parte de mi juventud que viví en Chile las viví intensamente y me impregnan hasta los huesos. Pasa lo mismo con Francia, lo mismo contigo y con mamá. Hace tiempo que os habéis marchado, pero seguimos dialogando y me sostenéis todos los días. No puedo decir que os eche de menos, tú y mamá, Chile y París, donde viví los primeros 14 años en Francia. Estáis siempre en mí. Recuerdo la conversación que tuvimos a mediados de 1974, cuando os dije a ti y a mamá que pensaba salir de Chile. Mamá preguntó, cuando la situación cambie, después de la dictadura, ¿volverás a Chile, no es cierto? No podía decir lo contrario. Balbucé tímidamente sí. Tú miraste a mamá y luego dijiste, la dictadura durará años todavía. Cuando se acabe, ¿quién sabe en qué estado estará el país? ¿Valdrá la pena entonces volver a Chile? Nunca me habría imaginado que podías decir algo así. Yo tenía 21 años y no te consideraba capaz de hacer análisis políticos, de hacer proyecciones en ese sentido y de sacar conclusiones de tal magnitud. Tu voz denotaba tristeza. Habías hablado con lucidez. Me sorprendió la severidad de tus palabras. Solo recientemente, 39 o 40 años más tarde, he comprendido su trascendencia. Dejaste que hiciera mi vida a mi manera. Me exoneraste del más mínimo sentimiento de culpabilidad por haberos abandonado. Mamá me dio la vida y tú, un pasaporte para la libertad. Te abrazo, tu hijo Patricio. Qu'est-ce qu'elle est belle cette lettre. Merci Michel. Nantes, le 12 février 2016. Cher papa, début 1974, 2 de mes amis envisageaient de quitter le Chili. Ils m'ont demandé si j'étais prêt à le faire aussi. J'ai répondu, je me sens déjà étranger dans mon propre pays. Qu'est-ce que je ressentirais à l'extérieur ? Curieusement, une fois à Paris, j'ai investi avec gourmandise mon rôle d'étranger. J'avais un statut, enfin. On aurait dit que j'avais trouvé ma place. Je me faufilais dans une société où il était admis que je puisse commettre des impairs, me tromper, me distinguer par les excentricités de quelqu'un venu d'ailleurs. Avoir un pied ici et l'autre là-bas, c'était une posture qui me convenait. Les premières années, bien sûr, j'ai connu la solitude, les difficultés matérielles, l'isolement à cause de ma méconnaissance de la langue, les tracasseries administratives et parfois la faim. Mais je n'ai jamais eu le mal du pays. Mon enfance, mon adolescence, ces quelques années de ma jeunesse au Chili, je les ai vécues intensément. J'en suis imprégnée jusqu'aux os. Il en est de même pour ma vie en France. C'est pareil pour toi et maman. Vous avez déjà quitté ce monde tous les deux, mais nous dialoguons et vous me soutenez quotidiennement. Je ne peux pas dire que vous,
Ni le Chili, ni Paris, où j'ai vécu mes premières 14 années en France, me manquiez. Vous êtes toujours en moi. Je me souviens de l'échange que nous avons eu courant 1974, lorsque je vous ai annoncé, à toi et à maman, mon intention de m'exiler. Maman a demandé « Lorsque la situation aura changé, après la dictature, tu reviendras, n'est-ce pas ?» Je ne pouvais pas dire non. J'ai balbutié un timide « oui ». Tu t'es tourné vers maman et tu as dit « La dictature tiendra encore des années en place. Qui sait dans quel état sera le pays lors d'un éventuel retour à la démocratie ? Est-ce que cela vaudra la peine de revenir ? » Je n'aurais jamais imaginé que tu pouvais tenir de tels propos. J'avais 21 ans. Je ne te considérais pas capable de faire des analyses politiques, de faire des projections dans ce domaine et tirer des conclusions de cette ampleur. Ta voix avait un ton de découragement. Ta remarque était lucide. J'ai été frappée par la sévérité de tes propos. Ce n'est que récemment, 39 ou 40 ans plus tard, que j'ai mesuré leur portée. Tu m'as accordé toute latitude pour mener ma vie à ma manière. Tu m'as dégagé du moindre soupçon de culpabilité pour vous avoir abandonné. Maman m'a donné la vie et tu m'as fourni un passeport pour la liberté. Je t'embrasse, papa. Ton fils Patricio. Merci beaucoup, Astrid, de lire cette lettre en français, parce que c'est vrai que souvent, dans tous les spectacles, les lectures que je propose avec l'encyclopédie des migrants, je demande toujours de lire dans la langue maternelle de la personne. Pour moi, c'est important parce que c'est une manière de visibiliser toutes ces langues-là, tous ces trésors qu'on a dans l'espace public, et justement pour donner le plaisir de déguster sa langue dans un endroit public en France. Et vraiment, j'y tiens et c'est ma militance. Et après, on est content aussi quand on peut faire des versions françaises à côté et que tout le monde puisse les entendre. On ne fait pas ça dans les lectures publiques, dans les spectacles, on ne fait jamais la traduction. Mais la radio, c'était un bel outil justement pour pouvoir avoir des langues étrangères, la langue française. Et voilà, on a une comédienne avec nous. Autant en profiter d'Astrid. Merci Astrid. De rien. Alors, une dernière question, ou peut-être je t'en poserai d'autres après, mais Michele, souvent, tu choisis cette lettre pour les lectures de l'encyclopédie. Et pourquoi avoir choisi cette lettre ? Tout d'abord parce que c'est pour deux raisons, en fait. La première, c'est parce que la dictature chilienne a vraiment brisé des familles. Et si n'est-ce que dans l'exil ou de l'auto-exil, comme dans le cas de cette lettre, ça a abîmé beaucoup de familles, ça a laissé une trace très très forte. Et la deuxième raison, c'est parce que je sens aussi que dans ma famille, il n'y a pas de culpabilité. Voilà. Merci Michel. Je dirais que c'est l'atout de ce projet et en même temps, sa chose difficile à gérer, c'est l'émotion qui ressort de ce projet-là. Oui, beaucoup d'émotions. D'ailleurs, tout le monde, quand on lit la première fois une lettre, on pleure tous, quoi, parce que c'est vraiment, comme on dit, on n'a pas besoin d'être ni chilien, ni algérien pour sentir, en fait, ce que c'est l'éloignement. Mais en fait, cette lettre, elle me parle beaucoup à cause de ça, de comment un régime politique peut faire des gens fuir de son pays, peut faire que, on le voit aujourd'hui dans notre actualité, c'est des vies brisées en fait. Même si lui, dans les cas de cette lettre, à la fin, c'est quand même assez positif, c'est beau. Ce n'est pas dramatique, mais donc il y a de l'espoir. Mais quand même, je pense que ses parents, j'imagine comment ils sont restés. Je le compare avec aussi mes parents. Et donc, mon père, qui est décédé quand j'étais ici en France, mais ma mère, mais jamais ils m'ont fait un reproche
pour le fait de partir. Et ça, c'est vrai que c'est des passeports pour la liberté. Et il n'y a rien de plus précieux. Bah oui. Bah oui, et ce qu'il y a aussi de précieux, c'est toutes les amitiés qu'on s'est fait avec ces projets, je dirais aussi. De fait, il y a énormément de personnes qu'on s'est rencontrées autour de ces projets-là, qu'on ne se connaissait pas, et qu'on trouve des choses communes très rapidement. Voilà, même si on est des migrants ou pas, mais c'est vrai qu'avec toutes les personnes qu'on a un parcours migratoire, même si avec des parcours complètement différents, on a toujours quelque chose en commun qui fait qu'on se rencontre tout de suite. Mais même des gens qui ne sont pas forcément en parcours migratoire, mais qui ont cette sensibilité, qu'ils vont être touchés pour une histoire, pour une anecdote, cette envie de faire humanité ensemble, en fait. Oui. Voilà. Merci, Michele. De rien. Et je vous propose d'écouter une nouvelle chanson. Cette nouvelle chanson, c'est Eba qui nous l'a proposée. Eba, tu nous présentes un peu cette morceau qu'on va écouter, pourquoi tu l'as choisi. Oui. Cette chanson, elle s'appelle Idaya Figyoubi ou Albi Tarib. C'est pour un artiste, il s'appelle Mohamed Mounir. J'ai choisi cette chanson parce qu'en fait, j'adore cet chanteur égyptien et j'adore aussi les poètes qu'il a écrit ces chansons. Il est égyptien aussi. Et cette chanson, au gros, et le sujet, elle parle de quelqu'un, malgré l'éloignement, malgré qu'elle se sent étrangère, mais il est heureux, elle sent qu'il le monde entier qui appartient. Enfin, ça présente un petit peu mon état. Ça me touche beaucoup. ايديا في جيوبي وقلبي يضرب سارح في غربة بس مش مغترب ايديا في جيوبي وقلبي يضرب سارح في غربة بس مش مغترب وحدي لكن وانسان وماشي كده وحدي لكن وانسان وماشي كده ببتعد معرفش او بقترب ايديا في جيوبي وقلبي يضرب سارح في غربة بس مش مغترب ايديا في جيوبي وقلبي يضرب سارح في غربة بس مش مغترب وحدي لكن وانسان وماشي كده وحدي لكن وانسان وماشي كده ببتعد معرفش او بقترب
بس مش مغترب. ايديا في جيوبي وقلبي اضطرب. سارح في غربة بس مش مغترب. وحدي لكن وانسان وماشي كده. وحدي لكن وانسان وماشي كده. ببتعد معرفش او بقترب. ببتعد معرفش او بقترب. ببتعد معرفش او بقترب. ببتعد معرفش او بقترب. ببتعد معرفش Merci pour cette morceau, Eba. Et en fait, Eba, je suis très contente qu'elle soit là. Merci, Paloma. Parce qu'on l'a perdue de vue pendant longtemps et elle a réapparu. Et en fait, Eba, c'est une des personnes qui a écrit une lettre pour l'encyclopédie des migrants. Et bah, c'est tout un honneur puisque c'est une des lettres qu'on a les plus lues. Pour plein de raisons, c'est une lettre que tout le monde choisit dans ce projet. Quand on doit faire des lectures, y compris avec les lecteurs de l'encyclopédie, ou y compris dans différents établissements avec qui on a travaillé, même des collégiens, c'est une lettre que souvent elle est choisie. Moi, je ne fais jamais des choix de lettres. Sauf si, voilà, pour un spectacle, il faut 4 lettres, tout ça. Mais j'aime toutes les lettres de l'encyclopédie. Chacune, elle a des choses complètement différentes. Mais cette lettre-là, ça fait un peu l'unanimité, j'ai envie de dire. Et donc, on est très content à l'âge de la tortue de t'avoir rencontré une autre fois. Et moi aussi. Et maintenant que tu fasses partie de cette aventure des groupes de lecteurs, dont tu es à Rennes la seule personne qui a écrit pour l'encyclopédie des migrants et qui est devenue lectrice, à part moi. Donc, c'est tout un honneur. Donc, merci. Merci Eba, et du coup, je veux bien que tu me racontes comment tu es arrivée à l'encyclopédie des migrants, toi. C'était 2015. J'étais en train de faire mon master à Randou et c'était complètement au hasard. J'ai rencontré Thomas Vitier. Et pendant qu'on est en train de prendre le café ensemble, et que voilà, qu'il m'a parlé de ce projet. Quand il m'a commencé à proposer participer pour un projet pour l'immigration et tout, les dépôts dans ma tête, j'ai dit non, et voilà, tout le monde m'a parlé de ça et tout. Et après, quand elle a commencé à entrer dans les détails, il m'a expliqué exactement c'est quoi l'idée. Je ne sais pas pourquoi ça m'a touchée. Ça m'a touchée quand on parle de migration par une lettre, écrire de quelqu'un proche dans son pays, en fait. Sans jugement, sans faire de morale pour les gens, sans obliger les gens à aimer les migrants ou détester, à aider ou non. C'était vraiment c'est quelque chose qui... je trouvais que c'est très humain, c'est très intime, c'est juste une lettre, ça présente une vie des personnes. Juste pour rappel, le petit protocole, à chaque fois qu'on demande à l'âge de la tortue, c'est d'écrire une lettre manuscrite dans sa langue maternelle à quelqu'un qui est resté au pays d'origine. La lettre est toujours libre, manuscrite, et à travers cette lettre, on voit qu'est-ce que la distance va modeler, changer sur l'individu. Voilà. Enfin, je m'engageais auprès de Thomas et j'ai dit oui, ça me plaît beaucoup. Oui, j'aimerais bien écrire une lettre. Mais j'avais aucune idée. J'ai écrit quoi? J'ai écrit à qui? Pas du tout. Et après, 2 jours plus tard, Thomas qui m'a téléphoné, j'étais déjà complètement oubliée.
Enfin, je dis si, d'accord, demain, je te rends les lettres. Et ce soir-là, que j'étais dans ma chambre étudiante. Et c'est parti comme ça, en fait. J'ai envie de parler à ma mère. Et quand j'étais en train d'écrire, je n'ai pas de fin pour les lettres, je n'ai pas de thème, je n'ai pas de sujet. Je ne savais même pas, je parle de quoi. C'est parti par raconter un petit peu l'environnement autour de moi, les gens, les caractères. Et après, en plus, chaque ligne, chaque paragraphe, après, je me trouve parler des choses encore... je n'ai jamais parlé avant. Jamais. Oui, c'est vrai que ta lettre nous a beaucoup surpris parce que la majorité des gens nous disaient au début, oui, mais ils vont raconter quoi? Ils vont pas vouloir raconter pas grand-chose parce que les gens savaient que les lettres, elles allaient exposer dans l'espace public. Et plein de gens nous disaient, mais les gens vont rien vouloir raconter, surtout de son intime. Et en fait, non, toutes les lettres sont des lettres qui sont fortement intimes, fortement puissantes. Et donc, c'est le cas de la tienne. Ouais. Exactement. Et tout ce que j'ai écrit dans les lettres, et que c'était même pas parlé avec ma mère au vrai avant. Non, c'était ça sorti comme ça. Et une fois j'ai terminé les lettres et j'ai relu, j'ai dit non, ce n'est pas possible, je ne peux pas le donner cette lettre, ce n'est pas possible. Je gardais dans ma tiroir pendant une semaine. Et pendant une semaine, Thomas, il était en train de me harceler presque. Je vais lui raconter. Jusqu'à voilà, que j'ai décidé à la fin. J'ai essayé d'écrire d'autres choses plus légères, plus moins profondes, mais je n'ai jamais réussi. Enfin, finalement, voilà, je l'ai donné les lettres et c'est tout. En tout cas, c'est très courageux. C'est vraiment un geste très courageux, la lettre que tu as écrite, voilà, en parlant de vraiment ton intimité, en parlant de ses souvenirs, justement, d'Iker avec les paysages. Tout ce que tu racontes, c'est tellement beau et tellement fort, tellement puissant, ta lettre. En tout cas, je te remercie et je suis contente que tu sois là et que tu continues l'aventure. Voilà. Merci de ce courage. Je trouve que si on avait tous le courage de parler de notre intime, pour moi, c'est la seule manière que je vois de changer le monde. Je ne suis pas quelqu'un de très optimiste, mais si on n'échange pas sur nos intimes, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut changer. C'est mon combat, c'est ma militance. Donc, merci de cet engagement, en tout cas. Je te propose que tu lises la lettre. Ça te va? Oui. Et donc, Eba qui ne va pas lire la lettre d'une autre personne, Eba qui va lire sa propre lettre, la lettre de Eba Cornillet. أمي الحبيبة، لا تدري كم أشتاق إليك، وكم من الأوقات أحلم أن أدفن رأسي في صدرك، وأعبق أنفاسي برائحتك كما كنت صغيرة، لا أشعر بالطمأنينة. أشتاق إليك أمي وإلى طعم ورائحة خبزك وقهوتك المحوجة. أشتاق إلى كحك العيد مع شاي العصار مصاحبا لحكاياتك وحواديتك. أشتاق إلى الدفء والونس ولمة الأهل والأصحاب والجيران. أشتاق إلى الضوضاء وصوت الصبي يلعبون في الحارات وأصوات الباعة المتجولين في الشوارع. أشتاق حتى إلى كلاكسونات السيارات. أشتاق إلى مرح وخفة ظل المصريين ونكاتهم. أشتاق إلى التجول في أحياء القاهرة القديمة في ليالي الصيف وجلسات المقاهي حتى الصباح مع صوت أم كلثوم. صار لي 8 سنوات بفرنسا. أعيش في بريطانيا مع زوجي الحبيب وعائلته الكريمة الذين أحاطوني بالحب والرعاية منذ لحظة قدومي، مما خفف عني صعوبة الإحساس بالغربة. ومع هذا لم يكن أبدا سهل علي هنا، فبعد أن كنت أحفظ القاهرة عن ظهر قلب شارعا وحارة وممرا، وجدت نفسي هنا كطفل صغير ضاع من أبويه في أحد الأسواق.
لا أتكلم الفرنسية ولا أفهم شيء البتة ولا أعرف كيف أتصرف. كل شهاداتي وخبراتي السابقة لم يتم الاعتراف بها هنا. إذن ليس لي دبلوم ولا رخصة ولا عمل بالطبع، فأنا مجرد غريبة في دنيا ليس لها أي صلة بماضية. بعد أن كنت محققة ومستقلة في بلدي وسعيدة بعملي كصحافية ومحاطة دائمة بمعارف وأصدقاء، وحياتي مليئة بالاحتفالات ومهرجانات وندوات وحراق، اضطررت أن أبدأ حياتي هنا من جديد. فتعلمت اللغة الفرنسية ورجعت مرة أخرى طالبة بعد سن 30. كنت فخورة بأنني أدرس في جامعة فرنسية، جامعة غان، ولكن بيني وبين اللغة الفرنسية حاجز منيع وتحدي أحيانا أقوى من إرادتي. فهذه اللغة غير طبيعية وغير منطقية بالنسبة لي. أجد صعوبة رهيبة في لفظها وفهمها، ورغم الإنجاز الذي حققته في إجادتها بعد مجهود أنهكني فكريا ونفسيا، إلا أنني ما زلت لا أجيد تماما القراءة والكتابة بها، مما يشعرني بالخجل وأحيانا بالعار. أمي، لا أتحمل أن تراني حفيداتك إزيس وإلزا كما رأيتك أنا عندما كنت صغيرة، أمية. إشكاليتي هذه تؤرقني دائما وتعوقني وتفقدني ثقتي بنفسي وتعزلني أحيانا كثيرة، وما زالت هي العقبة الوحيدة لي هنا في فرنسا. الطبيعة هنا نظيفة وساحرة، ولكني ما زلت أكره الشتاء، فهو طويل طويل، وحين يبدأ أشعر بأنه لن ينتهي أبدا. البرد يؤلمني، والعتمة والغيمة المستمرة تكئبني. أما الناس فهم حقيقة طيبون، رغم ما يظهرونه أحيانا من قسوة وبرودة وتحفظ. أستقبل دائما بترحيب كمصرية، فهم مبهورين بحضارتنا وبلادنا. إنهم يعملون بكفاءة وتفاني وإخلاص، لكنهم يفعلون دائما الأشياء بنفس الشكل وفي نفس الوقت في إطار صارم للغاية، وهو ما يطلقون عليه السيستم، أي النظام. لهذا أشعر كثيرا بالملل والروتين، وأشتاق إلى الصدفة والمفاجأة والعشوائية. أمي يا أغلى الناس عندي، رغم الحنين إليك وإلى بلدي، إلا أنني لن أعود لأنني لا أحن أبدا لكوني ولدت امرأة في بلدي، وطالما تمنيت أن أكون ذكرا حين أدركت منذ طفولتي أن الأنثى في مجتمعنا هي عبء ثقيل عليك وعلى كل أم. ألهذا السبب تعاقبون الأنثى بختانها؟ وأنت أمي، كنت تريدين عقابي أم حمايتي حين قررت ختاني؟ لا أريد منك جوابا، ولا أريدك أن تحزني، فأنا لا ألومك. أعرف أنك فعلت بي ما قد فعل بك، لكني الآن أم مثلك، أم لبنتان، ولا أريد أبدا أن أفعل بهما ما فعل بي وبك. نعم، أحزن كثيرا لأنهم يكبرون بعيدا عنك، وأنهم يرفضون تكلم المصرية رغم إلحاحي المستمر، وأنهم بعيدون كل البعد عن ثقافتي وأصلي. إلا أنني أريدهم أن يعيشون أحرار الروح والبدن في مجتمع حر لا يعاقبهم يوما على كونهم إناث، ويحترمهم ويحميهم سواء كانوا بكارة أم لا. أحبك أمي، ولكني لن أعود. أحبك أمي من أعماق قلبي، وأبدا لم أعد أكرهك.
أحبك أكثر منذ أن أصبحت أماً وأعرف الآن فقط أنه لم يكن أبداً سهلاً عليك. أحبك وأسامحك لأني أرجو أن تسامحني ابنتي لو أخطأت يوماً في حقهما بغير قصد. أحبك أمي وأأسف لأنك لم تعيشي الحياة التي تمنيتيها ولم تكوني يوماً حرة ولم تعرفي أبداً شعور اللذة ولا متعة القراءة والكتابة. أحبك أمي وأشكرك لأنك ربيتيني على أن أكون نقيضك. لك كل احترامي وتقديري، ابنتك المحبة هبة. Ma chère maman, si tu savais combien tu me manques. Combien de fois je rêve de me blottir contre ta poitrine, en sécurité, de m'imprégner de ton parfum comme lorsque j'étais toute petite. Maman, tu me manques. Comme le goût et l'odeur de ton pain, de ton café aux épices orientales, des gâteaux de l'Aïd accompagnant l'heure du thé que tu savais si bien prolonger avec tes histoires et tes contes. Elle me manque, la chaleur de l'Égypte, celle du soleil, mais aussi celle des réunions de famille, des amis et les voisins, le bruit, les bruits me manquent. Ceux des enfants jouant dehors, des vendeurs de rue et même celui, incessant, des klaxons de voitures. Il me manque l'humour des Égyptiens avec leurs blagues délirantes. Je regrette les balades dans le vieux Caire et les nuits d'été où l'on s'oublie dans les cafés jusqu'au matin. Voilà 8 ans que je suis en France. Je vis en Bretagne avec mon mari bien-aimé et son adorable famille. Ils ont bien pris soin de moi dès mon arrivée, ce qui a allégé mon sentiment de perdition, sans vraiment pour autant me rendre les choses plus faciles. Je connaissais le Caire par cœur, ses quartiers, ses rues et ses passages, alors que je me retrouvais ici comme une enfant ayant perdu ses parents sur un marché. Je me sentais vide de tout savoir et face à mes manques. Je ne parlais pas le français, ne savais comment me comporter. Mes diplômes et expériences professionnelles n'étaient pas reconnus. De plus, je ne possédais pas le permis de conduire et ne pouvais donc postuler pour aucun travail. Alors que j'étais indépendante dans mon pays, journaliste épanouie, toujours entourée d'amis et de connaissances dans une vie active, animée de colloques, de festivals, de célébrations et de mouvements, je me retrouvais étrangère dans un monde inconnu, sans lien avec mon passé. Je devais recommencer une nouvelle vie, apprendre le français et redevenir une étudiante à plus de 30 ans. Cependant, je me sentais fière de faire des études dans une université française, l'université de Rennes, et en langue française. Mais entre cette langue et moi, il reste comme une barrière imperméable. Elle représente un défi que parfois j'ai du mal à relever malgré ma volonté. Elle me semble toujours anormale et illogique. Je la trouve très difficile à comprendre et surtout à prononcer. Un monde la sépare de ma langue maternelle, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Malgré mes progrès et des efforts pour la maîtriser qui m'ont épuisée intellectuellement, je ne me sens toujours pas parfaitement à l'aise pour la lire et l'écrire, et cela me fait honte. Maman, je ne peux envisager que tes petites filles, Isis et Elsa, me regardent comme je t'ai vue, moi, enfant, une mère analphabète. Ce dilemme m'entrave, me fait perdre confiance, m'isole parfois, et reste toujours le seul obstacle à ma pleine intégration en France. Dans ce pays, la nature est propre et charmante, mais je déteste l'hiver. Il est trop long et chaque année j'ai l'impression qu'il ne finira jamais. Le froid me blesse et le manque de lumière me déprime. Les gens ici sont au fond de vraiment bonnes personnes, mais ils se montrent parfois froids, distants et insensibles. En tant qu'Égyptienne, je me sens par contre très bien perçue par eux. Ils sont fascinés par notre civilisation et notre pays, et non pas, me semble-t-il, d'a priori négatifs. Ils travaillent bien, avec efficacité, qualité, précision et organisation. Mais ils font toujours les choses de la même manière,
de façon répétitive, dans le cadre très rigide de ce qu'ils appellent le système. Je trouve parfois cela ennuyeux. La routine s'installe, l'aléatoire me manque beaucoup, ainsi que les surprises, les incongruités, le bazar. Maman, tu es ce que j'ai de plus précieux dans la vie. Je suis nostalgique de ta présence, de mon pays et de ma culture, mais il y a une seule chose que je regrette. Je regrette d'être née femme dans cette société. Je l'ai toujours regretté, depuis l'enfance. Avoir une fille, pour toi et pour toutes les autres mères, les autres parents, représente une charge, des contraintes et des obligations. Est-ce pour cette raison que l'on punit les filles par l'excision dans notre pays ? Et toi, maman, est-ce que tu as voulu me punir aussi en décidant mon excision ? Ou bien me protéger ? Je ne veux pas de toi une réponse, je ne veux pas non plus que tu sois triste. Je sais que tu n'as fait que reproduire ce que l'on t'avait infligé à toi-même, ainsi que toutes les autres mères à ton époque. Aujourd'hui, je suis maman à mon tour, maman de 2 filles, et je suis triste qu'elles grandissent loin de toi. Elles refusent de parler l'égyptien malgré ma persévérance, elles n'en voient pas l'utilité, vivant très loin de ma culture et de mes origines. Mais je veux les voir vivre et grandir libres de leurs pensées et de leur corps dans une société qui ne les punira pas d'être femmes, les respectera et les protégera en tant que telles, avec ou sans virginité. Je t'aime, ma maman, mais je ne reviendrai pas. Je suis un arbre déraciné de sa terre qui a été replanté dans un autre sol, plus propice. Il me restera toujours des racines profondes là-bas, chez toi, mais elles se sont ramifiées, entrelacées aux nouvelles et ancrées profondément dans ma 2e patrie. Je suis cet arbre qui est alimenté par 2 terres. Je suis maintenant ce mélange. Je t'aime, maman, du fond de mon cœur, et je ne te déteste plus. Je t'aime davantage depuis que je suis mère. Je comprends seulement maintenant que ça n'a pas été facile pour toi. Je t'aime et te pardonne, comme je souhaite que mes filles puissent me pardonner si un jour je fais une erreur en leur défaveur, sans le vouloir. Je t'aime et je regrette que tu n'aies pas pu vivre ta propre vie, librement et pour toi-même. Tu n'as jamais connu les plaisirs ni la joie de la lecture, de l'écriture et de la culture. Je t'aime, maman, et je te remercie parce que tu m'as éduquée en m'autorisant à être l'antithèse de toi. Ta fille aimante et respectueuse, Eba. Ça sera le dernier mot pour cette émission autour de l'encyclopédie des migrants. Je pense qu'il n'y a plus de mots après les lettres si fortes que vous avez écrites, que nous avons écrites. Merci Eba, merci Michele, merci Astrid, merci Yann. Une salutation très gentille pour Gilles Clanchard, qui est le président de l'AG La Tortue, qui m'accompagne toujours, mais qui aujourd'hui ne pouvait pas être là. Une salutation pour notre collègue Maxime et pour notre collègue Sophie. Gracias a todos et voilà, un projet qui essaye de faire l'humanité ensemble. Voilà. Et nous, on le propose à travers de la question intime. Merci.